Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce numéro d'Espace Éco. Intention annoncée de se débarrasser de la tutelle du Fonds monétaire international depuis son arrivée au pouvoir. Le gouvernement ghanéen sous Nana Akufo-Addo a réussi à élaborer pour 2019 son premier budget sans le contrôle de l'institution de Bretton Woods. Une sortie fracassante du Ghana, du programme de financement du FMI, qui n'est pas sans soulever quelques inquiétudes auprès des experts. Si certains estiment que le Ghana a encore besoin de l'assistance technique du FMI, redoutant le risque d'un plus grand endettement pour le pays, d'autres encore vont plus loin, craignant le fait que la structure économique du pays, essentiellement fondée sur les recettes des matières premières, n'est pas encore suffisamment résiliente pour faire face toute seule aux aléas du marché international. Entre sa légitime volonté de recouvrer une souveraineté économique et son élan politique de satisfaire une promesse phare de campagne, l'administration Nana Akufo-Addo est-elle dans le bon timing? Eh bien, place à la discussion. Pour la discussion, j'ai le plaisir d'accueillir Dieudonné Ao. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Vous êtes également spécialiste de l'histoire économique et sociale. Docteur Ao, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est moi. Également présent sur ce plateau, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Expert en communication politique, vous êtes également écrivain et auteur du livre Les effets des causes cachées. Bienvenue. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, annoncé depuis l'arrivée au pouvoir du président Nana Akufo-Addo, un budget sans contrôle du Fonds monétaire international a pu finalement être élaboré par le gouvernement ghanéen pour 2019. Un sursaut de souveraineté économique louable de la part des dirigeants ghanéens, suis-je tenté de dire. Merci beaucoup. Mais je pense que si on revisite l'histoire, le Ghana de Kwame Nkrumah, le Ghana de Jerry Rawlings, où la conscience citoyenne est très élevée, moi ça ne m'étonne pas, puisque je suis resté aussi dans ce pays-là pendant 12 ans. J'ai eu l'occasion de fréquenter Institute of Journalism and Communication. Et j'ai côtoyé le peuple ghanéen pendant 12 ans. Et j'ai compris que le Ghana est un peuple qui aspire à la libération économique, qui aspire à la libération politique. Donc je ne suis pas surpris quand je l'ai appris. J'ai dit c'est une dynamique, c'est un processus qui est enclenché depuis l'indépendance. Rappelez-vous le discours de Kwame Nkrumah, quand le jour de la célébration de l'indépendance du Ghana, de la liberté du Ghana, il a dit l'indépendance du Ghana est insignifiante tant que toute l'Afrique n'est pas indépendante. Donc l'unification, l'unité de l'Afrique est enclenchée à partir de Kwame Nkrumah. C'est ce qui lui a valu ce coup d'État qu'il a installé en Guinée, et que Sékou Touré l'a nommé vice-président de la République de Guinée. Alors, vous pensez que c'est un signal fort, un nouveau signal fort que vient de lancer le Ghana à l'endroit des autres pays africains? Je crois qu'il faut aller dans cette dynamique. Si le Ghana, qui a un potentiel économique assez sérieux, parce que, vous savez, sur le plan culturel, sur le plan économique, avec toutes les ressources que le Ghana a, avec une très bonne gouvernance, le Ghana peut s'en passer de l'aide qu'on appelle l'aide qui vous soumet à des conditions qui n'ont jamais libéré l'Afrique, qui n'ont jamais fait décoller un pays africain. Une chose est d'avoir ces ressources, une chose est savoir les utiliser. Nous allons revenir plus en détail dans ce débat sur ces développements. Alors, professeur, docteur Ao, dites-nous, vous l'avez appris, tout comme nous, le Ghana qui a élaboré son tout premier budget sans le contrôle du FMI. Comment vous l'avez apprécié? Merci, monsieur le journaliste. Je dirais, à la suite de monsieur Sissé, que c'est avec grand soulagement que j'ai appris ce projet de loi 2019 qui permet au Ghana de se soustraire des griffes de ces institutions internationales. Parce que, figurez-vous, c'est un signal fort pour les autres pays africains
Parce que là, comme il a dit tout à l'heure, M. Cissé, le Ghana est dans un processus de libération de son économie depuis 1957. Et le président Nkrumah l'a fait, panafricaniste, bon teint. Et par la suite, le déclic s'est fait observer dans les années 80, avec l'arrivée au pouvoir de Jerry Rawlings, qui a mis en place un système qui a tracé une voie et qui a projeté dans l'avenir une libération économique, une indépendance économique du Ghana. Et les différents gouvernements qui se sont suivis, figurez-vous qu'à partir de 2001, le Ghana est devenu un modèle de démocratie au plan international, avec pour la première fois une passation de charge entre deux présidents démocratiquement élus. Et donc tout ce dispositif-là que le président ghanéen Rawlings a mis en place, qui a permis de centraliser les décisions autour du chef de l'État, de créer une institution de légitimation des décisions prises et de constituer une équipe de mise en exécution de cette décision-là. Tout ce système-là a discipliné les Ghanéens, a discipliné l'équipe de direction ghanéenne qui a retrouvé sa voie et qui a évolué jusque-là. Et figurez-vous, l'actuel président Addo, c'est un monsieur qui a été dans l'opposition pendant longtemps, qui a critiqué d'abord le régime militaire, qui a œuvré pour l'arrivée du multipartisme et politique, et qui a critiqué la gouvernance peu orthodoxe de son prédécesseur, John Dramani Mahama, et qui aujourd'hui se retrouve sur la scène politique, qui se retrouve aux affaires et qui se sent avoir une obligation de résultat. Et conséquence, les 2 premières années, il a travaillé pour mettre en place les bases économiques qui vont lui permettre de faire cette sortie heureuse, j'allais dire, des griffes de ces institutions financières internationales. Une sortie heureuse, mais cette sortie du programme du Fonds monétaire international n'est pas sans soulever quelques inquiétudes. Certaines agences de notation internationale ou d'autres économistes estiment que le Ghana a encore besoin de l'assistance technique du FMI, parce que nous ne l'oublions pas, c'est en 2015 que le Ghana a eu recours au Fonds monétaire international suite à la crise des matières premières. Le Ghana est-il aujourd'hui suffisamment prêt pour sortir de la tutelle du FMI? C'est-à-dire, moi, quand j'entends ces spécialistes, entre guillemets, qui ont de gros salaires et de grosses voitures, qui sont à la solde d'un système que moi j'appelle le système impérialiste, ça ne m'étonne pas. Mais les FMI, tout ça là, ils ont développé quel pays africain? Ils n'ont qu'à me montrer un seul pays africain, depuis l'indépendance jusqu'à présent, qui a eu ces aides-là et qui s'est développé. Nulle part, ça n'existe pas. Le Ghana, ce qui a donné la chance au Ghana, c'est d'avoir sa propre monnaie, le cedi. Bon, il faut dire aux pays francophones de faire la même chose. Parce que nous avons la charge d'être colonisés monétairement et ensuite d'être colonisés par le pillage de nos matières premières, mais on n'a pas dessus. Alors, dites à ce système, à ce Fonds monétaire international, d'aider l'Afrique à se décoloniser économiquement. Ils n'ont qu'à faire de telle sorte que nos ressources, nos matières premières soient profitables au peuple. Ils verront si on aura besoin d'eux. Le processus, c'est le processus de décolonisation économique de l'Afrique. Vous voyez, la RDC, Kabila a dit, je n'ai pas besoin de l'argent de ce système européen, etc., pour organiser mon élection. Il faut que j'imprime ma liberté, mon autonomie. Mais si l'argent d'autrui vient organiser ton élection, de quelle démocratie vous... Donc, ce que vous voulez dire, vous pensez que le Ghana n'a plus besoin de l'assistance technique du FMI? Attention, je n'ai pas dit que le Ghana ne vit pas ex nihilo, ce n'est pas possible. Mais renforçons la coopération entre nous, Africains. Réunissons nos compétences et nos forces. Essayons de travailler de telle sorte que... Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Au Ghana, aujourd'hui, tu peux avoir ton frigo, tu as ton climatiseur,
Tu as ton chauffe-eau avec courant et électricité. À la fin du mois, c'est 5 000 francs que tu payes. Tu ne peux pas faire ça dans un pays francophone. Les Ghanéens respirent aujourd'hui. J'ai une fille qui est au Ghana qui vient d'arriver il y a une semaine. Il est venu chez moi. Il arrive le vendredi, il oublie, il s'en va. J'ai dit, mais écoute, le ventilo là et tout ce que tu fais là, quand tu n'as pas posé, il faut éteindre. Il a dit, non, papa, tu m'excuses. Hein, parce que chez nous au Ghana, là-bas, moi, tout ce que j'utilise, chauffe-eau, électricité, frigo, tout ça, là, à la fin du mois, je n'accepte pas 5 000 francs. Ça ne dépasse pas 5 000 francs. Parce qu'il a le CIDI, c'est le CIDI, et les matières premières commencent à profiter aux Ghanéens. Donc notre problème, ce n'est pas FMI, Fonds monétaire international, c'est de la décolonisation économique. C'est l'indépendance économique. C'est là le combat. Et tous les chefs d'État qui se lèvent pour se décoloniser économiquement, soit on les assassine, soit on les fait renverser. Donc, nous sommes dans un monde où, comment dirais-je, les multinationales, les gens qui ont instauré ce système-là depuis 1885, qui ont balkanisé l'Afrique, ces gens-là veulent continuer à contrôler notre économie. Et puis, ils viennent nous dire, diminuez votre naissance et ne venez pas chez nous. Vous voyez, laissez-nous profiter de ce que vous avez, mais diminuez votre naissance pour que vous ne soyez pas beaucoup, et puis ne venez pas chez nous. Je crois qu'il faut avoir des chefs d'État. Si nous avons des chefs d'État comme Ado, Koufo aujourd'hui, si on a une dizaine seulement, l'Afrique va être libérée. En tout cas, est-ce que le professeur, le docteur Arou pense également la même chose? Et monsieur le journaliste, je dirais que je pense plus que la même chose. Plus que la même chose parce que, figurez-vous, lorsque vous avez tenu la main d'un bébé et qui a rampé et qui a commencé par faire ses premiers pas, eh bien, il faut le laisser. Il faut le laisser se débrouiller par lui-même pour marcher, tout simplement. C'est vrai que le Ghana, comme tous les autres pays africains, a souscrit à cette aide financière internationale. Depuis 2015, les difficultés économiques l'ont amené à souscrire à ça. 918 millions de dollars. Un programme triennal, donc de 3 ans. Eh bien, le programme est arrivé à sa fin. Et les 2 premières années que le président Nana Akufo-Addo a fait au pouvoir, il a profité de ces 2 années pour faire de la rigueur économique, pour mettre en place le dispositif économique qui va pouvoir lui permettre de se départir de cette aide et de pouvoir avoir un budget sans l'aide financière internationale. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un péché en cela. Et figurez-vous, tous les rapports, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, même la BOAD, la Banque africaine de développement, toutes ces institutions internationales financières-là reconnaissent que la croissance économique du Ghana risque d'atteindre 8,5 voire 9% en 2018. Toutes ces institutions reconnaissent que le Ghana a une croissance économique en 2018 qui le met à la première place des pays économiquement. Ça, ce sont des estimations. Ce sont des estimations. Mais on s'attend maintenant à 6,3% à l'arrivée. Bon, pour la croissance. Les 6,3%, le Ghana reste toujours en pole position. Et le Ghana est dans le monde. La croissance économique du Ghana aujourd'hui, en dehors de ces petites perturbations-là, ce sont quand même des indices qui permettent au Ghana de pouvoir se tenir économiquement. Mais figurez-vous aussi, mais au sein du gouvernement de Addo, il y a des économistes qui sont du FMI, qui ont travaillé au FMI et qui sont aujourd'hui avec lui. Et si tout ce beau monde-là, quand vous prenez son ministre des Finances et qui est un fin connaisseur du système des Nations Unies, quand ceux-là sont dans un gouvernement qui décide d'aller à cette décision-là, moi je n'ai pas du tout peur. Je n'ai pas du tout peur. Et puis, le Ghana, les gens ont conscience de ce qu'il faut continuer par œuvrer pour asseoir les bases de leur économie à travers l'industrialisation, à travers la mise en place des infrastructures et de transport, les infrastructures qui pourront effectivement accompagner le développement. Les gens sont conscients que la rigueur que le FMI leur a imposée dans la gestion de leur budget, les budgets qui ont été soumis
au contrôle du FMI depuis 3 ans, depuis 2015. Les gens ont conscience que l'observance de cette rigueur pourra leur permettre de se débattre de l'aide financière internationale sans se plaindre. Et donc, il ne nous reste qu'à croiser les bras et qu'à suivre l'évolution des choses et à voir comment est-ce que le Ghana va pouvoir devenir cet exemple-là pour les pays africains en termes de développement économique. Alors, ce que le Ghana a pu gagner également dans ce programme, l'assistance technique du FMI, c'est cette discipline budgétaire qui a permis de redresser la barre entre 2015 et 2018 finalement. Maintenant, derrière cette volonté de s'affranchir de la tutelle du FMI, est-ce qu'il ne se trouve pas là un risque de s'enfermer sous la tutelle maintenant du marché financier? Et est-ce qu'il n'y a pas à craindre que le Ghana plonge dans une spirale de dette qui fera voler en éclats cette discipline budgétaire qui a été instaurée ces 3 dernières années? Vous savez, c'est extraordinaire. Parce que les blancs, les noirs, les jaunes, etc., c'est les mêmes personnes, les mêmes intelligentes. Les mêmes intelligents. On a été dans les mêmes écoles. C'est-à-dire que quand je vois 6, 8, 8%, etc., ces pourcentages-là, ces taux d'accroissement, si le taux d'accroissement est absorbé par la population et que ça reste dans le pays, c'est que le pays est en train de progresser. Absolument. Par ailleurs, nous avons des taux de croissance qui vont à l'extérieur. Par exemple, vous prenez le Sénégal. L'investissement extérieur, il n'y a pas de patriotisme économique. L'investissement extérieur qui vient plomber, n'est-ce pas, les hommes d'affaires intérieurs. Ce qui veut dire que la croissance, là, tout va à l'extérieur du pays et ça laisse les populations pauvres. Tel n'est pas le cas au Ghana. Quand on dit 8%, c'est que les populations ont les 7% qu'ils consomment. Puisque le Ghana, il y a le patriotisme économique au Ghana. C'est un pays que j'ai fait. Et que j'ai fait suffisamment. Le Ghanéen, l'homme d'affaires ghanéen jouit pleinement, n'est-ce pas, de la compétition extérieure. Tu viens, tu vas composer avec le Ghanéen pour monter ta société, et les 50-60, ça reste dans le pays. Donc, je crois que dans cette dynamique-là, avançons, parce que le problème qui se pose est que nous avons des pays maghrébins. Par exemple, le Maroc a eu sa monnaie. Il s'est départi de la France. Le Maroc n'est pas en train de passer, de continuer, de progresser. Mais pourquoi on ne prend pas ça comme modèle? Vous prenez l'Algérie, Bouteflika là, il est sous les fauteuils là, on veut le maintenir. Pourquoi? Parce qu'il a créé une dynamique jamais égalée. L'Algérie a un fonds de garantie exponentiel. Même s'il tombe en crise aujourd'hui, il peut maintenir pendant 10 ans son pays, il n'aura pas de problème. Et l'Algérie contrôle totalement son pétrole. C'est lui qui finance. Ce n'est pas comme le Gabon. Prenez le Gabon par exemple, où il y a le CFA. Le Gabon est plus, je l'ai toujours dit comme modèle. J'ai dit le Gabon fait 2 fois plus que le Bénin en superficie. À l'indépendance, le Gabon fait moins de 500 000 habitants. Alors, et pourquoi le Gabonais, avec toute sa richesse, le Gabonais est pauvre aujourd'hui? Revenons au Ghana. Non, les exemples, j'étaye. Je donne des exemples. Parce que quand vous restez dans le Ghana, c'est ex nihilo. Mais il faut prendre des exemples par ailleurs pour faire une comparaison, pour montrer que le Ghana est dans une progression progressive. Le Ghana est dans une dynamique qui va le libérer économiquement. Quand Rawlings a créé la révolution, il le disait lui-même. Il disait que c'est Gary là, comme l'igname fabriqué là, comment le manioc fabriqué là, c'est ce qu'ils mettent dans l'eau. Ils n'ont même pas de sucre. Rawlings buvait ça avec sa troupe. Il leur montrait que je veux vivre comme les paysans qui vivent dans la brousse. Il allait dans les champs, les chemins de fer là. Il travaillait sur le terrain lui-même. Rawlings, il m'a impressionné. J'ai dit le Ghana est une dynamique qu'il faut saluer. Rawlings, il a instauré ce qu'on appelle la salubrité nationale par mois. Chaque mois, il choisissait un quartier lui-même. Il mettait les bottes, il travaillait pendant 1 heure de temps. Il rentrait dans les caniveaux. Pour dire aux Ghanéens, aujourd'hui, il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de président, nous sommes tous des citoyens. Donc Rawlings, etc., les Good Design, ils ont créé une dynamique qui montre que c'est le travail qui libère l'homme. C'est la discipline qui libère l'homme. Aujourd'hui, vous allez au Ghana, vous n'osez pas lancer les papiers dans la rue. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le pays est propre, les infrastructures sont là, les gens sont dynamiques et ils travaillent. C'est ça. Donc il faut encourager cela. Moi, bon, quand on dit le Ghana
d'une façon, il n'aura pas, non, il a besoin de coopération. Il aura besoin forcément, dans certains secteurs, avoir des relations de coopération. Parce qu'on ne peut pas s'enfermer. Et le Ghana est dans une dynamique d'intégration régionale par la CEDEAO. Il est dans une dynamique d'intégration africaine par l'UOA. Donc le Ghana ne s'est pas enfermé. Mais il est en train de créer un autre modèle de gouvernance qu'il faut saluer et encourager. Professeur, selon vous, il n'y aura pas ce risque de voir sauter le verrou de cette discipline budgétaire qui a été acquise sous la tutelle du FMI? Non, mais moi, je pense que, comme l'a dit M. Cissé, quand vous parlez de marchés financiers, les marchés financiers fonctionnent pratiquement de la même façon. Et c'est une affaire de négociation, c'est une affaire de stratégie, c'est une affaire d'opportunité. Et donc, le Ghana aura besoin peut-être de ces marchés financiers, mais les taux seront négociés et peut-être des taux seront plus abordables que le système FMI. Donc, le risque de s'engouffrer dans une autre dynamique de dette est, pour ma part, pas trop grand, négligeable. Tout simplement parce que, comme il a dit tout à l'heure, le Ghana a évolué dans une dynamique qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 20 ans, 30 ans, les gens travaillaient pour ça. Et aujourd'hui, le président Addo a ce qu'il a de comptes à rendre aux Ghanéens, puisqu'il a critiqué la gestion catastrophique de ses prédécesseurs. Et depuis 1996 qu'il est dans les sérails politiques, il connaît le système et il sait qu'il doit pouvoir avancer. Et donc, les structures, comme j'ai dit tout à l'heure, là, les dispositions sont en train d'être mises en place. Et les Ghanéens savent qu'aujourd'hui, pour maintenir cette discipline, il faut accompagner la croissance intérieure. Et cette croissance intérieure, comme il a dit tout à l'heure, le Ghana, c'est 91% du PIB qui est consommé à l'intérieur. Sur le plan africain, sur le plan mondial, le Ghana est une référence en termes de consommation intérieure. Le PIB ghanéen est consommé à l'intérieur à près de 91%. Oui. Ce n'est pas rien. Et donc, en dehors de ça, les gens savent qu'il faut aller à l'industrialisation. 276 régions, districts comme on le dit là, et il faut pouvoir mettre des industries dans chaque région. 216 districts, il faut pouvoir mettre les industries dans chaque région et il faut pouvoir financer le développement dans ces différentes régions. Donc le Ghana est dans une disposition qui lui permet de répartir. Justement, est-ce qu'il ne fallait pas aller au bout de ce projet, parce que c'est un énorme projet instauré par l'administration Nana Akufo-Addo, 216 industries, une usine par district, industrialiser le Ghana avant de se départir de l'aide au développement, par exemple, parce que nous le savons, l'économie du Ghana est basée sur les recettes des matières premières. Et c'est la chute des cours des matières premières en 2015 qui a créé la crise économique qui a fait que le Ghana retourne sous la tutelle du FMI. Cela pourrait encore se répéter. Ça ne peut plus se répéter, monsieur le journaliste, puisque cette industrialisation, ce n'est pas à ses débuts. Il y a déjà un grand projet depuis le temps de Rawlings, un grand projet de développement industriel qui avait commencé. Et donc, de transformation. Le Ghana sait qu'aujourd'hui, il faut forcément transformer les matières premières sur place pour accroître leur valeur ajoutée. Et donc, dans cette dynamique-là, l'industrialisation est indispensable. Et rompre avec l'aide financière internationale pourrait donner encore plus de coudées franches au Ghana pour aller à son industrialisation. Parce que vous savez que les dispositions qui sont les contraintes qui accompagnent l'aide financière internationale ne permettent pas au pays d'aller à l'industrialisation. Et c'est un système qui encourage les exportations des matières premières brutes. Le cacao ghanéen, le pétrole, le bauxite, le manganèse, le gaz et tout ça, ce sont des matières premières qu'il faut pouvoir valoriser à l'interne
pour pouvoir accroître leur valeur ajoutée. Et ça, le président en est suffisamment conscient. Moi, je pense que si les choses vont normalement, si le cours du pétrole n'arrivait pas à chuter aussi brutalement dans les années à venir, le Ghana va pouvoir tenir. C'est là la crainte, si le cours du pétrole chutait encore. Bon, ben si le cours du pétrole chutait, alors là, je souscris à la théorie, à la thèse ou à l'hypothèse de ceux-là qui pensent que le Ghana pourrait aller encore sur le marché financier pour solliciter de l'aide. Mais de toutes les façons, c'est que la rupture de la tutelle du FMI est plus profitable pour le Ghana. Autant aller sur le marché financier et aller négocier les taux d'intérêt de ces emprunts que de soumettre son pays à la dictature de ces institutions. Selon vous, quitter le FMI, le Ghana est dans le bon timing. Un bon timing, et parce qu'il le faut, comme le disent les gens, comment on le dit, il faut le faire tout de suite, que d'attendre toujours longtemps. Et donc, c'est un exemple, moi, je pense que c'est un exemple africain, un exemple à suivre par les autres pays africains pour que la dynamique économique africaine puisse enfin prendre l'envol. Sinon, on risque de rester tout le temps sous la coupole de ces puissances internationales-là et financières qui vont toujours maintenir le continent africain dans une dépendance qui ruine et la société et l'économie nationale. Lamine Cissé, le bon timing également selon vous? Oui, moi, vous savez, nous sommes dans une dynamique CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif, c'est d'avoir un marché commun et d'avoir une monnaie commune, CEDEAO. Donc, le Ghana est dans la dynamique d'avoir une monnaie commune. Je crois qu'il faut renforcer la coopération entre les États. C'est extrêmement important, le Ghana, pays pétrolier, etc. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, aujourd'hui, on a découvert pas mal de pétrole, du gaz, etc. Je crois que dans cette dynamique de coopération entre nous, c'est un grand marché que nous avons en Afrique de l'Ouest. Je crois que le Ghana va trouver son... Parce que le Ghana, les produits ghanéens sont partout ailleurs dans la CEDEAO. Ok. Bon, le Ghana, depuis longtemps, comme vous l'avez dit, ils sont en train de... Ils transforment. Le Ghana transforme. Ils sont très entrepreneurs, ce peuple-là. Donc, je crois qu'ils sont en train de maîtriser l'énergie. Vous savez, nous ne sommes pas compétitifs parce que l'énergie est très chère. C'est très cher. Donc, c'est pourquoi le Chinois vient acheter le coton ici. Il l'amène en Chine, il transforme, il vient vendre moins cher parce que c'est le nucléaire, etc. Nous sommes dans un processus de maîtrise de l'énergie. Et la Chine, les BRICS, vous le savez, ils sont en train de nous aider. Ils ont un programme extraordinaire pour l'Afrique. Donc, je crois que si chaque pays individuellement, comme le Ghana, si voit en regardant son potentiel économique, en regardant, n'est-ce pas, ses personnes ressources, ses compétences, n'est-ce pas, se donne une discipline de gestion, nous pouvons... Parce que par ailleurs, c'est la corruption. Hein. Dans les autres pays, c'est la corruption qui nous plombe. Quand vous enlevez, n'est-ce pas, le rôle de la corruption dans l'appauvrissement de vos pays, c'est exponentiel. Ok. Donc je crois qu'il faut encourager le Ghana dans ce processus-là. Moi, je pense que quand le moment est favorable, il faut prendre des décisions favorables. Le moment est favorable pour le Ghana. Mais nous avons vu en 2012, le pétrole est allé jusqu'à 179. À ce moment, le régime du président Wade, ça ne tenait pas. Tout le monde criait. Les gens qui ne savaient pas disent que bon, tout est cher, mais ils ne lient pas ça au pétrole. Donc quand le président Macky est venu, le pétrole a chuté. C'est devenu jusqu'à 45. Mais le taux est maintenu le coût de la vie est maintenu à sa place. Donc il faut que le Ghana, je crois qu'ils sont assez responsables. Les fluctuations, ils sauront gérer les fluctuations parce que les mondes économiques, ceux qui avancent, qui progressent économiquement, font avec les fluctuations économiques. Vous savez que quand le pétrole monte, vous voyez ce qui se passe en France là, tout à l'heure là, les gilets, c'est lié à quoi? C'est le pétrole. Donc eux, ils sont en train de maîtriser ça et de contenir ça. Pourquoi pas nous? Et nous avons la même tête, les mêmes yeux, les mêmes intelligences. Je crois que, moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus patriote, aimer son pays, être panafricain, aimer l'Afrique, et être courageux. Adou est
courageux. Et je crois que dans ce courage-là, le Ghanéen, le peuple ghanéen est suffisamment travailleur, suffisamment courageux pour montrer le modèle, le cap et aller en avant. Mais les réalités sont là. Vous avez parlé du pétrole tout à l'heure. Le Ghana ne maîtrise pas forcément les fluctuations des cours du pétrole sur le marché international. La preuve, c'est qu'en 2015, ça a provoqué une terrible crise économique au Ghana. Au monde entier. Oui, particulièrement au Ghana, qui a eu recours au FMI. Là, cela pourrait se répéter. Non, pourquoi vous pensez que cela... Vous savez, quand il y a eu fluctuation, si les cours du pétrole se lèvent, parce qu'il y a des économies intermédiaires. Le Ghana n'est pas seulement dans la dynamique gaz-pétrole. Ils sont dans d'autres dynamiques. Mais l'économie est essentiellement basée sur le pétrole. Non, le Ghana n'est pas comme ça. Le Ghana a des fondamentaux solides en matière économique. L'autosuffisance alimentaire est déjà présente. Le Ghana transforme beaucoup même l'agro-industrie. Dans ce cas, comment peut-on expliquer la crise de 2015? Non, mais la crise de 2015, elle est conjoncturelle, elle n'est pas différente de la crise de 1971 et la crise financière de 1979. Donc, ce qu'on a appelé les chocs pétroliers. Et lorsque le cours du baril augmente, les pays producteurs anti-profit, et lorsque le cours chute, c'est la catastrophe. Mais ici, le Ghana, le PIB, c'est 40%, secteur agricole, c'est 40%, l'industrie, c'est 25%. Donc, les exportations du brut, seules ne peuvent pas empêcher l'économie ghanéenne de prospérer, encore que quand vous lisez les promesses électorales. Vous me direz que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Mais ici, ce sont des promesses réalistes. Irrigation des domaines agricoles pour permettre à l'agriculture et à l'agriculture vivrière surtout, ce qui est déjà différent de ce qui s'observe dans les pays francophones. Le Ghana donne une grande priorité à l'agriculture vivrière. Et là, cette agriculture nourrit d'abord son homme et le surplus est exporté. Et donc, ça permet d'apporter un contre-choc à la baisse du cours du pétrole. Donc l'agriculture prendra peut-être la relève lorsque le cours du pétrole va chuter. Et donc le gouvernement ghanéen travaille pour asseoir une bonne base agricole, c'est-à-dire renforcer sa base agricole pour permettre aux cultures vivrières de se développer et aux industries d'aller à la transformation finale pour que la valeur ajoutée s'accroisse. Et dans ces conditions-là, je trouve que le risque n'est pas aussi grand, c'est pas aussi alarmiste que certains spécialistes le pensent et le soutiennent. Vous avez parlé de promesses de campagne, vous avez également parlé de spécialistes. Il y en a qui pensent que le président Nana Akufo-Addo est embarqué dans un élan de vouloir satisfaire une certaine promesse de campagne, parce qu'il a de tout temps dénoncé l'aide du FMI pendant qu'il était encore opposant. Il pense que dans cet élan de vouloir satisfaire cette promesse de campagne, il risque de confondre vitesse et précipitation. Ah non, moi je pense qu'il faut oser. Il faut oser. Et dans cette lutte-là et d'émergence économique, nous avons besoin de prendre des risques. De prendre des risques. Nous avons besoin de présidents courageux, de chefs d'État courageux. Nous avons besoin de chefs d'État visionnaires et grands visionnaires comme Addo. Et donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas de grands risques, à mon sens, parce que les promesses électorales, lorsque vous les faites et que vous travaillez pour les réaliser, mais que veut le peuple? Le peuple veut des dirigeants crédibles. Le peuple veut des dirigeants qui inversent les valeurs et qui travaillent pour l'amélioration de leurs conditions sociales. Et c'est à ça que le gouvernement Addo s'attelle. Et vous avez vu la composition. Pour la première fois, le gouvernement, c'est 110 membres. Et ça a été dénoncé. Membres, ça a été dénoncé, mais c'est une dénonciation. Il faut laisser les gens à l'œuvre. Il faut pouvoir les évaluer à la fin de leur mandat pour voir si cette équipe qu'on taxe de pléthorique n'a pas ou n'aura pas satisfait aux exigences du peuple. Tout simplement. Les gens, ils ne savent pas faire des analyses diagnostiques. Faire des 110. Ils ont quel salaire? Ils ont quel avantage? C'est ça, toute la différence se fait.
Ils n'ont pas des salaires faramineux. Le Ghanéen, par exemple, le fonctionnaire, le ministre ghanéen, il n'a pas un salaire comme chez les francophones. Ok. Et puis, il n'a pas de contrainte pour dire on l'assaille, il distribue l'argent de gauche à droite. Tu n'oses pas détourner. On te met dans les conditions de travail. Excusez-moi. Le parlementaire ghanéen, c'est pareil. Ils ont la conscience élevée. C'est des gens que tu vois, ils conduisent la voiture, ils descendent dans les restaurants, ils sont mélangés avec les populations, ils discutent. Ce pas des gens qui pensent qu'eux, ils sont au sommet là-bas. Là. Non, non. Donc, si vous pouvez créer une dynamique, on dit pléthorique, non. Je crois qu'il veut utiliser ces compétences-là pour faire une gestion de proximité. Parce que la population a besoin de voir ses dirigeants à côté pour vraiment appréhender les problèmes et les faire monter au sommet. C'est extrêmement important. Et il vaut mieux d'avoir, n'est-ce pas, 100 personnes, qu'on dit pléthoriques, qui consomment moins d'argent que d'avoir 50 personnes qui consomment presque tout le budget. Alors donc je crois que le problème là ne se pose pas. C'est pas le nombre qui me pose. Justement, est-ce qu'il y a un risque de confondre vitesse et précipitation dans cet élan de l'afro-optimiste qu'est Nana Akufo-Addo? Non, Nana Akufo-Addo, quand Macron est venu à Dakar, quand ils ont fait la rencontre pour apporter des solutions pour l'éducation africaine, ils sont venus en donateur. Mais il leur a dit que mais nous, on peut gérer, on a les ressources pour gérer notre éducation. Ça c'est pas du populisme, c'est une vérité. C'est une vérité. Prenez nos ministres africains, ceux qu'ils détournent par an, réunissez là, on va donner l'éducation à tout le monde. C'est ça la vérité. Nous avons des facteurs endogènes qui nous plombent. Et nous avons des facteurs exogènes qui nous plombent davantage. Donc, c'est de la transparence, c'est le patriotisme. Nous n'avons pas souvent des patriotes qui nous gouvernent. C'est ce qui fait que la différence qu'il y a entre un dirigeant ghanéen et un dirigeant des autres pays, c'est parce qu'ils ont été à l'école du patriotisme. Ils se confondent à leur peuple. Je dis, depuis près de 10 ans, Rawlings a dit à sa population, c'est vous qui me nourrissez. Il organisait les paysans chaque année pour leur donner des prix. Vous savez ce qu'il fait? Quand il donne la voiture aux paysans, c'est lui qui devient le chauffeur du paysan. Il les fait monter dans l'hélicoptère, fait le tour du monde. Il fait un banquet au palais pour les recevoir. Dans son discours, il les fait comprendre que si je suis au palais, c'est vous qui me nourrissez. Donc c'est vous qui nourrissez le peuple. C'est-à-dire que les dirigeants doivent s'identifier au peuple. Si on simplifie la gouvernance, on gouverne, on devient le commis du peuple, on peut faire ce que Nana Akufo-Addo est en train de faire. Mais ce n'est pas des gouvernants qui s'assoient pour détourner les ressources du pays, pour s'enrichir et enrichir leur clan. Et on va au FMI pour dire, venez nous aider, alors que l'argent qu'ils apportent, vous êtes en train de détourner ça. Donc, ce que Nana Akufo-Addo est en train de faire, dans la transparence, dans la bonne gouvernance, c'est possible de le faire. Surtout, il a des fondamentaux de l'économie qui lui permettent de le faire. C'est possible. Alors, nous allons avancer dans ce débat. Il y a ce vaste projet de One District, One Country, une usine pâtisserie qui permettra au Ghana d'installer au total 216 usines dans le pays. Professeur Aho, de votre position, comment est-ce que vous analysez vous appréciez un tel projet? Moi, je dis tout simplement que c'est formidable. Formidable parce que l'exemple aussi a été donné au Bénin par le président Mathieu Kérékou, révolutionnaire. Lorsque le président a pris le pouvoir en 1972, tenez-vous tranquille, le Dahomey ne comptait que 12 entreprises publiques. 12. En 82, on est passé à 120 entreprises publiques. Et c'est le même exemple que le Ghana est en train de suivre aujourd'hui. C'est que les gens ont compris que lorsque vous répartissez les industries par région et que vous réussissez à installer les industries en fonction de la provenance des matières premières, donc ça s'appelle concentration géographique. Lorsque vous installez les industries de cette façon, les coûts de transport s'annulent et le coût de production diminue. Et donc le produit fini coûte moins cher aux consommateurs. Et donc cette ambitieuse idée permettra à coup sûr au Ghana de pouvoir décoller économiquement.
Et c'est dans la perspective de réussir ce projet que le Ghana trouve qu'il ne peut pas continuer de vivre sous la coupole de l'aide financière internationale. Mais les gens ne vous donneront pas de l'argent, monsieur le journaliste, pour que vous développiez l'industrie chez vous. Parce que l'industrie développée au Ghana, les produits finis vont compétir, vont rivaliser avec les produits importés. Et donc, ce n'est pas avec de l'aide financière internationale qu'il faut le faire. Autant aller sur le marché financier, faire des emprunts pour le faire, que de dépendre d'une institution comme celle-là pour le faire. Et tant que vous êtes sous la coupole de cette institution, ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, cette politique d'industrialisation du Ghana, qui est couplée, tenez-vous tranquille, avec une bonne politique d'infrastructure, infrastructure de transport, les rails. Les rails, aujourd'hui, sont une grande priorité du Ghana. Ouais. Parce que les rails, la survie des rails crée la survie des routes bitumées. Lorsque le matériel lourd, lorsque les marchandises lourdes sont transportées par les rails, alors la route, dont la construction coûte excessivement cher, la route dure longtemps. Donc, le couplage rail-route dans la perspective de développement économique est une très bonne chose. Et donc, les rails, et si vous voyez le plan de développement du Ghana, les réseaux ferroviaires et routiers sont orientés vers les zones d'industrialisation. Et je pense que, je vous dis, monsieur le journaliste, que ces messieurs-là, Nana Addo, a la tête sur les épaules. Et il met les pieds dans les bottes de ses prédécesseurs, en particulier le premier président, Kwame Nkrumah, et c'est que le Ghana doit constituer un exemple à suivre pour les autres pays africains. Et moi, je pense que c'est une chose à encourager. Très bonne analyse. Là, si c'est One District, One Country, une usine par district au Ghana, à votre appréciation? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, chaque district est un potentiel économique. Hein. Chaque région a ses spécificités. Donc, il faut mettre l'usine appropriée aux ressources de la région, c'est ça. En fait, c'est décentraliser aussi l'économie. Vous savez, nous, en Afrique, souvent, tout le monde vient à la capitale. On parlait avant de l'exode rural, maintenant on parle de migration. On parle de migration interne et externe. Donc, les gens vont vers des pôles attractifs. Regardez, par exemple, le Sénégal, le cas du Sénégal. Mais tout le monde vient à Dakar. Dakar fait 0,3% du territoire national. Il y a 25% des populations installées. Et presque toute l'économie est installée à Dakar. C'est grave. Alors qu'il y a des régions Tambacounda qui ont le potentiel de fort tour. La Casamance, par exemple. Un potentiel économique incommensurable, mais ce n'est pas industrialisé. Ça ne retient personne. Donc, je crois que Nana Odou, les autres ont pensé à cela, mais lui, il est dynamique. Il est dans l'action. C'est formidable. Moi, j'apprécie. Et j'allais compléter, si vous permettez, tout simplement pour dire que nous sommes en train de faire l'analyse en oubliant la part des investisseurs internationaux. Lorsque le climat des affaires est approprié, mais les investisseurs étrangers viennent, ils s'installent, et puis ils aident le pays à avancer. Et donc, les emprunts extérieurs seuls ne peuvent pas permettre au pays de se développer. Et le Ghana a mis les dispositifs aujourd'hui pour être un pays pour améliorer attractif, le climat des affaires et encourager. Et dans sa campagne, si vous avez suivi en décembre 2016, et dans sa campagne, il a dit « Je viens pour améliorer la situation des opérateurs économiques nationaux. » Oh oui. Et dès qu'il a pris le pouvoir, c'est vrai, il a rabaissé les impôts et les taxes sur les entreprises nationales, sur les entreprises pour permettre aux opérateurs privés nationaux de pouvoir souffler, de pouvoir
reprendre véritablement leur place dans le développement économique. Et l'amélioration de ce climat des affaires et faire venir les investisseurs. D'autres investisseurs. Et puis, ça permettra de faire croître la part d'investissement au Ghana de pouvoir supporter le coût. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Lamine Cissé, expert en communication politique, écrivain et auteur du livre Les effets des causes cachées. Merci d'être passé. Dieudonné Ao, spécialiste de l'histoire économique et sociale. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le retrouver sur notre site www.siktv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.